bonjour, bonsoir. Nous Pas de débutons son. un entretien avec l'écrivain Alain Cadéot, qui est en France. Moi, je suis au Québec. Et puis, j'ai eu la joie de découvrir cet écrivain fabuleux. Et puis, un peu par la magie des réseaux sociaux. Donc, il y a des choses sensées qui se font, qui se disent. Et Alain, dans le livre des mots de contrebande, avait dit ceci à propos de l'écriture. Je ne suis qu'un sismographe, un récolteur-cueilleur, un copiste, un moine à peine enlumineur, un analphabète, un récepteur au coccyx endolori par des heures d'attente sur ma chaise de bois, mais à l'oreille musicale. Donc, ça veut dire que l'écrivain est observateur du monde. C'est une question. Oui. L'écrivain, je ne sais pas, l'écrivain, je ne peux parler que de moi, je ne peux pas parler de tous les écrivains. Effectivement, observateur, c'est pas un observateur au sens voyeur, j'allais dire coureur de monde. C'est une éponge, mais c'est une éponge quasi malgré lui. Autrement dit, il y a toutes ces milliers de sensations qui nous atteignent plus ou moins en fonction de notre sensibilité. Et ces sensations, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Chacun va en faire ce qu'il peut en fonction de ce qu'il sait faire. Est-ce que vous diriez que l'écrivain est un peu en quelque sorte une espèce de capteur de rêve? Je ne sais pas si c'est de rêve, moi je dirais capteur tout court, de rêve, de réalité. Il nous est arrivé à tous, si vous voulez, d'éprouver des choses particulières qui pourtant ne nous sont pas arrivées à nous-mêmes et pourtant nous ressentions c'est ce qu'on pourrait appeler l'empathie. Donc c'est capter en réalité ces ondes, on peut appeler ça des ondes, je ne sais pas d'où elles viennent, je ne sais pas comment elles nous parviennent, mais en tous les cas qui nous atteignent. Et comme je vous le disais précédemment, la seule manière que nous ayons de nous en débarrasser, en quelque sorte, c'est de les traduire avec nos mots. Oui. Est-ce qu'idéalement, l'écrivain, l'auteur, devrait mettre de côté son ego? Alors, bon, je pense que oui, l'ego est une chose nécessaire pour la construction de l'individu. Et plus l'individu avance effectivement dans son existence, plus l'ego s'estompe. La vie est bien faite pour ça. L'ego, c'est ce qui va construire quelqu'un, ce qui lui permet de s'identifier, de se singulariser. Mais, comme j'étais en train de le dire, plus il avance en âge, plus c'est une chair qu'il abandonne au profit d'un ressenti de l'humanité. Voilà, je ressens ça comme ça, ou je dirais ça comme ça. Dans le roman Mayakumbra, paru aux éditions La Trace, vous avez dit, à propos des solitaires, tout devient signe, on parle haut et fort sans s'en rendre compte, on marmonne comme un gosse qui se raconte des histoires, on commente ce qu'on ressent, on traduit comme on peut des sources, des pierres et des oiseaux, celui des fleurs et des nuages. Donc j'ai l'impression que peut-être en gagnant avec l'âge, avec le temps, on doit essayer de retrouver cette innocence-là, si on veut. Oui, on peut appeler ça effectivement une certaine innocence, c'est-à-dire que les sons, les couleurs nous parviennent, bien évidemment, la douleur humaine, la joie, etc. Mais c'est comme si nous devenions une espèce je sais pas, de récipient, si vous voulez, qui accueille tout cela, en perdant, comme nous le disions précédemment,
son propre ressenti. Hein. On devient tout l'humain, en fait. Je crois que le but dans une existence, c'est de partir. Je pense qu'au tout début, je dirais fatalement, nous sommes universels, puis nous nous spécialisons par le biais de la naissance, par le biais de l'école, par le biais de toutes sortes de choses de ce type, pour ensuite progressivement retourner à cet universel. Voilà. Je crois que c'est ça à peu près le schéma. Quant à ceux qui s'accrochent désespérément à leur singularité, je les plains un peu, oui, parce que ça veut dire qu'ils accordent beaucoup d'importance à ce qu'ils sont. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai trouvé dans votre écriture que vous êtes à quelque part entre la prose et la poésie. Donc, il y a des images, il y a des impressions. Et c'est comme si les personnages étaient justement empreints étaient des révélateurs d'images. Oui, enfin, pour moi, c'est très difficile de disséquer la prose et la poésie. Donc, j'aime effectivement la prose poétique. Pourquoi ? Parce que la poésie, à mon sens, c'est ce qui exprime le plus parfaitement, si vous voulez, tout ce que l'on peut ressentir. Voilà. La prose, pour moi, bon, qui est un phénomène relativement récent, ce qu'on appelle la prose sèche, phénomène qui date du 19e siècle. Hein, et je trouve que la mixer, si j'ai pu dire, avec ce que vous appelez la poésie, moi j'appelle ça la vie tout bêtement, hein, parce qu'après tout, c'est quoi la poésie ? C'est une manière de ressentir. Et je trouve que c'est pas volontaire chez moi, je ne fais pas exprès. Hein, c'est réellement ma manière de ressentir, d'éprouver, donc de traduire ce que j'éprouve. Votre écriture est à la fois très ancrée dans la vie et c'est en même temps très aérien, à la limite de la philosophie. J'en ai souvent parlé, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est en réalité de pouvoir passer sur divers registres. Par exemple, je suis toujours très intéressé par les choses extrêmement rabelaisiennes, les choses très proches du réel, en fait. Et après, je trouve extrêmement satisfaisant de pouvoir mélanger ça avec autre chose, avec une autre pensée, une autre envolée, on va dire. Voilà. Ouais. C'est ce mélange qui m'intéresse. Passer, vous savez, je dis souvent, je m'appelle Cadéo, donc je dis souvent en m'amusant, Cadéo, il est bas comme tout le monde. Et c'est véritablement cette balance. C'est un jour un copain, j'avais 15 ans au collège, et puis bon, au lycée, et je me souviens de cette expression, elle m'avait marqué parce que je me rendais compte, au fond, voilà, j'avais ses hauts et ses bas. Le bas, c'est le côté trivial, hein, c'est le côté... et que j'adore aussi, moi j'adore me marrer pour des trucs idiots. Je trouve que ça a une saveur particulière. Et puis, quelquefois, vous avez cette espèce d'élévation, on quitte littéralement sa chair, son corps, et puis bon, on devient, j'allais dire, quasiment pur esprit. C'est formidable, quoi. Mais il ne faut jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre, exagérer pour réussir à redescendre. J'ai remarqué dans votre écriture qu'il y a souvent des personnages un peu en parallèle du monde, un peu en retrait, à la manière d'un ermite. Et ces personnages-là sont pas nécessairement désabusés, mais ils ont pris du recul par rapport au monde ambiant. Ça vous ressemble? Oui. Je pense que le recul est nécessaire. Hein. Je pense qu'on peut être le plus grand aventurier et être au cœur du monde, pour reprendre une expression qui nous est chère. Je vois qu'il y a un certain François Morin-Provençal là, qui est avec nous et qui partage avec moi cette idée. Donc on peut être au cœur du monde et à la fois légèrement émargé, c'est-à-dire en observateur en fait. Hein, je pense que c'est nécessaire.
parce que être au cœur du monde, ça sous-entend aussi subir les artères bouchées, enfin bref, tous les problèmes inhérents au cœur. Et je pense qu'il est nécessaire pour décrypter cette machine absolument prodigieuse qui est le cœur du monde, de se retirer quelque peu pour observer aussi. Donc à la fois proche et lointain. Là aussi, c'est deux dimensions différentes. Hein. On a parlé oui. Oui, j'ai été fasciné de voir, en tout cas, ça fait quelques livres que je lis de vous. J'ai découvert un homme de théâtre. Ici, je tiens les Réveillés de Londres. Ici, on voit plus ou moins bien l'ombre d'un doute. Bon, j'ai trouvé un moment donné dans le monde virtuel ce livre-ci, Fin, et aux éditions La Trace, ben, le très beau Mayakumbra, et également Confession. Donc, j'étais vraiment fasciné justement par ces personnages-là qui sont vraiment en parallèle, qui évoluent et qui cherchent quand même la communication avec les autres. Est-ce que c'est pas ça un peu le but de l'écriture, de créer des ponts vers les autres? Bah, écoutez, je me plains tout seul, hein, souvent, parce que écrire, c'est vraiment lancer des bouteilles à la mer. Hein, c'est véritablement cette impression-là. Moi, j'écris tous les matins. J'écris très souvent à mes éditeurs, là, les éditions La Trace. J'écris très souvent à des amis, etc. Mais je dois reconnaître que les réponses sont rares. Il y en a, mais elles sont généralement très courtes. Et au fond, ce que tout écrivain pourrait souhaiter, c'est d'avoir des correspondances, vraiment des correspondances. Ouais. Et à Willy également, enfin bon, il le sait. Et lui me répond tout de suite, par contre. Mais ce que je veux dire, c'est que ces correspondances sont fondamentales. Donc à la fois, effectivement, l'écriture est un... les mots sont des pièges. Les mots, je dis souvent, je les compare souvent à une meute de chien ou une meute de soudards. Alors, soit on les dompte, soit ils vous bouffent les mollets. C'est littéralement ça. Et il est nécessaire de les envoyer à d'autres, parce que sinon, on serait littéralement dévoré par cette meute qui n'en finit pas de vous assaillir. Justement, est-ce que c'est l'écrivain qui maîtrise l'écriture ou c'est l'écriture qui nous envoûte? C'est l'écriture, oui. L'écrivain, enfin pour moi, dans le mot écrivain, vous savez, je vous en avais parlé, il y a ce mot vain qui me gêne, le côté vanité qui m'ennuie. Donc moi, écrivain, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Hein. Mais je pense effectivement, enfin moi je dois m'en rendre compte personnellement, ce sont les mots qui m'habitent, ce sont les mots comment dire, qui viennent bousculer, si vous voulez, mes matinées. Et quand je dis bousculer, c'est pire que le curé d'Ars avec le diable, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une espèce d'agitation mentale qui s'effectue et qui aboutit nécessairement sur la page. Si elle n'aboutissait pas sur la page, je ne sais pas ce que j'en ferais. Et c'est ce qui me permet de dire souvent, j'aurais mieux fait d'être plombier, j'aurais eu moins de problèmes. Parce qu'avec du matériel, on s'en sort. Et les mots sont insaisissables par définition. Oui. Est-ce que vous écrivez avec une structure ou vous débutez et puis les choses se tricotent peu à peu? J'aime bien l'expression tricot. Oui, non, je ne sais pas tricoter, mais non, je ne structure rien. Je suis l'être le plus déstructuré qui soit. J'ai pas de structure. Généralement, si vous voulez, mes textes commencent. C'est une phrase qui vient. C'est quelques mots. C'est votre fil d'Ariane. Oui, absolument. Je me souviens avoir commencé certains romans, parce que j'ai aussi écrit du roman. C'est une phrase qui est venue. Et cette phrase va ensuite embringuer les autres, si je puis dire. Hein. Il y a toujours la phrase locomotive. Moi, j'aime beaucoup la métaphore de la locomotive. Hein.
à vapeur. Mais je pense qu'il y a vraiment la trace locomotive, et après il y a les wagons. Le tout, c'est de ne pas en avoir trop de wagons, parce que sinon, on n'arrive plus à tirer le tout. Donc, ce qu'il faut, c'est... Oui. Je vous avoue que j'ai le défaut, quand je prends un bouquin, de lire la première phrase et lire la dernière phrase du roman ou de l'écrit, et après d'essayer de comprendre comment l'auteur va me tenir la main jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu particulier. Avec vos livres, j'ai fait le même exercice et j'ai trouvé ça un peu déroutant, justement parce que vous êtes un être intuitif. Oui. Oui, non, j'ai pas, effectivement, vous l'aurez compris, j'ai pas de méthode. Hein. D'ailleurs, ça m'insupporterait. Moi, je suis pas un virtuose. Je veux dire, je ne suis qu'un archer, à la limite. Hein. Donc, le violon, le violoncelle, etc., c'est cet ensemble formidable que représente l'orchestre des mots. L'archer, quant à lui, se contente de lire sa partition, de la traduire en tous les cas. Donc vous pouvez effectivement lire la première, la dernière page, celle du milieu. Je pense que vous en saurez tout autant. Il n'y a rien à découvrir. En tous les cas, si on s'en tient à ce que vous avez formulé tout à l'heure, à savoir cette prose poétique, elle ne se définit pas en fonction d'une logique. Hein. Elle fonctionne effectivement à l'intuition. Voilà. Je vous dirais que votre écriture me fait penser à un coquillage et qu'on place sur l'oreille et on entend la mer. Oui. Donc, c'est très... Il y a plein d'évocations. Oui, mais je rejoins cette image de la caisse de résonance, donc vous avez raison, le coquillage, qui est quand même l'image de la perfection. Hein. C'est vraiment ces spirales, etc. Et qui en plus contient, sans le savoir, cet écho extrêmement lointain, océanique. Donc je pense qu'il y a véritablement ces êtres d'intuition. Après, il y a les êtres de construction, dont je ne fais pas partie. Vous écrivez... À mon grand regret, hein, quelquefois. Hein. Vous écrivez depuis à peu près une quarantaine d'années, depuis les années 80. J'ai évalué ça, enfin. Et est-ce que, selon vous, il y a des thèmes récurrents? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que mes personnages sont toujours, enfin, lorsqu'on parle de roman, bien entendu, hein, sont toujours des personnages à la lisière du monde. Oui. Ça, c'est un... je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être cela vient-il d'une petite enfance hantée par le vagabondage. Ok. C'est vrai que l'image du vagabond, c'est quelque... Alors, je vais vous raconter quelque chose de très confidentiel, mais après tout, on n'est pas 600 000, donc tout va bien. Puis combien même. Je me souviens d'un objet qui a été probablement un des premiers objets que j'ai possédé, qui m'avait été offert par ma grand-mère, et qui représentait en perspective un vagabond d'une vingtaine de centimètres, portant sa besace dans son dos, avec un grand nez, un côté un peu poivron quand même. Hein. Et j'avoue que ce petit personnage qui a été sur mon bureau pendant des années, que j'ai offert, je crois, à ma fille, je ne me souviens pas, a probablement hanté mon enfance. Il a été en tous les cas le premier sujet de littérature, quatrième, je crois, dans la classe de quatrième, où on nous avait demandé sur 3-4 pages de raconter une histoire. Et ce petit vagabond en percute a été le premier vagabond de ma propre histoire. Voilà. Au niveau de votre écriture, est-ce que vous pensez éventuellement à peut-être renouer avec les racines italiennes tôt ou tard ou... Oh, je n'ai jamais quitté ces racines italiennes. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'en lisant
En lisant vos livres, je perçois l'auteur français, mais ce que je trouve intéressant avec les gens qui ont des origines autres, parfois ça peut transparaître au niveau de l'écrit ou au niveau de la création. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est, enfin, c'est un souhait que peu à peu, peut-être voir des personnages, peut-être des personnages hybrides, des personnages qui, par exemple, auraient un pied sur une frontière et un pied de l'autre côté de la frontière. Oui, oui, bon, ben ça, on va rejoindre le vagabond. Moi, je dirais, hein, j'aimerais jouer à la marelle sur les méridiens, si vous voulez. Ouais, ok. Bien entendu. Et bon, je peux passer dans la seconde, si vous le souhaitez, du Groenland à l'Amérique du Sud. Enfin, mais c'est vrai que cet aspect-là, ça me vient l'idée que dans Mayakumbra, on a des personnages de différents horizons qui se retrouvent dans une espèce de cuvette au bas d'un volcan. Et puis, il y a des gens de différents milieux, des marginaux qui se retrouvent là. La vie les a emmenés là. Et pour certains, c'est l'escapade, pour d'autres, c'est peut-être un temps de répit ou un temps de rédemption. Oui, oui. Oui, oui, mais là, on tourne en rond, parce que si vous voulez, c'est vrai que c'est toujours ce discours sur les émargés, qui sont mes petits frères et mes petites sœurs. Autant j'ai énormément de tendresse pour tous les êtres, si vous voulez, vous savez, fut un temps où en France, on disait, ah, il y a les losers. On parlait toujours des losers, des perdants. Ce qui sous-entendrait qu'il y a des gagnants de l'autre côté, ce que je trouve parfaitement stupide. J'aime ces êtres qui sont effectivement en dehors, mais par force, les pauvres. C'est pas parce qu'ils souhaitent l'être. Disons que le corps social les rejette comme presque comme une maladie, comme quelque chose qu'il faut éliminer. Et donc, vous l'aurez remarqué, enfin, tous ici on l'aura remarqué, ces êtres-là se retrouvent forcément. Et c'est un grand sujet de société. Nous parlons bien sûr ici des migrants, de toutes sortes de choses. Ils sont parqués littéralement. Voilà. Alors, c'est vrai intellectuellement, c'est vrai physiquement, c'est vrai à tous les niveaux. Dès que vous n'avez pas une certaine forme d'existence, vous allez vous retrouver avec ces êtres-là. Heureusement qu'ils sont là, parce que c'est notre communauté, en définitive. Mais justement, est-ce que ces marginaux-là sont pas justement quelque part des révélateurs soit d'une prise de conscience ou d'une forme de contestation de l'ordre établi? Oui, enfin, vous savez, le mot contestation m'ennuie un peu. Moi, je dirais, sont des révélateurs de vérité absolue. Et qui, la plupart du temps, sont habités. Parce qu'il faut être habité pour vivre dans des conditions quelquefois extrêmement difficiles, et habités de telle manière qu'ils peuvent être confrontés à des choses terribles. Mais bien sûr que lorsqu'on se penche sur eux, ces fameux émargés, et nous en apercevons ô combien dans nos villes, dans les grandes villes, etc., nous nous rendons compte que le regard que nous ne portons pas sur eux est un regard épouvantable sur nous-mêmes. Oui, oui. C'est intéressant d'un ouvrage à un autre de faire des liens. Dans votre pièce de théâtre Les Réveillés de l'ombre, vous avez eu l'audace de réveiller Don Quichotte et son serviteur. Donc, ce sont des voix de l'au-delà qui reviennent. Dans Confession ou les spams d'une âme en peine, vous avez le personnage de Gaspard Staccato qui se met à envoyer des messages textes, des textos. Et là,
on se dit, bon, ben, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et en fait, dans les deux textes, je trouvais ça... j'étais amusé par l'audace, par justement ce goût et ce défi de sortir des sentiers battus. Donc, vous n'êtes pas du tout dans les courants commerciaux, disons. Oui, non, je suis sans doute réfractaire, sans le vouloir, à ce que vous appelez les courants commerciaux. D'abord, je vais à contre-courant, donc j'ai un côté un peu truitique, côté saumon, qui sans arrêt me travaille. Ce qui compte, c'est de retourner aux sources. C'est pas d'aller vers en aval, hein, c'est d'aller en amont. Donc ça, c'est une première démarche. Quant à ces personnages dont vous parlez, effectivement, Staccato. Alors Staccato n'envoie pas des messages, il ne sait pas qu'il envoie des messages. C'est un peu comme moi qui suis en train de vous parler, je n'ai aucune idée des êtres qui nous entourent, vous voyez ce que je veux dire. C'est une pensée, cette pensée atterrit sur des outils comme celui sur lequel nous sommes en train de parler. Mais c'est tout à fait à son insu. Il va se rendre compte qu'il y a des êtres qui entendent ce qu'il dit et qui vont lui répondre. Voilà. Mais c'est justement, j'ai trouvé ça intéressant, à la fois pour le réveiller de l'ombre, de voir des gens du passé revenir dans notre siècle. Et pour confession, j'étais vraiment amusé que finalement Gaspard intervienne dans la vie des gens. Et les gens sont soit accueillants, ouverts, ou encore fermés. Très hostile, oui, bien sûr. Oui. Bah oui, mais comme dans la vie réelle. Hein. Oui. Il y a ceux avec qui vous adhérez relativement immédiatement, et il y a ceux qui vous détestent avant même qu'ils vous aient vu. Enfin, j'exagère à peine. Bon, ça c'est un peu... C'est le lot de tout le monde. Hein. Pourquoi se fait-on détester alors qu'on n'a pas dit grand-chose? Vous avez tous dit, pourquoi se fait-on aimer alors qu'on n'en a pas dit plus? C'est très fascinant. Donc ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure sur ce que j'appelle les familles d'esprit. Hein. Ces êtres qui se retrouvent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et puis, il y a ces liens que nous n'arriverons jamais à tisser. Il y a plein d'êtres avec qui j'aurais adoré être copain, comme on dit. Puis ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Bon, et ça, je trouve ça curieux. À la fois, c'est blessant quelquefois, et à la fois, c'est très instructif aussi. Comment est-ce que l'autre nous voit? Comment l'autre nous perçoit-il? Qu'est-ce qu'il entend de ce que je suis en train de dire? Comment va-t-il assimiler le vocabulaire que j'emploie? Est-ce que ce sont mes mots qui se trompent ou est-ce que ce sont les siens qui sont erronés? Ça, c'est un grand nombre de questions que nous vérifions tous les jours dans nos vies. Quelquefois, vous dites quelque chose qui vous semble simple, qui va être extrêmement mal pris de l'autre côté. Et dans nos périodes politico-crises et machin, etc., c'est effrayant. Ouais. On voit à quel point les êtres sont prêts à se foutre littéralement sur la gueule pour un mot peut-être mal compris, mal interprété, mal traduit. Oui, sauf que, avouons-le, en France, la dispute, la joute oratoire, c'est un sport national. Hein? Au Québec, on aime les compromis, on aime discuter, mais il ne faut pas trop faire de vagues. En France, il faut s'en donner à plein la gueule. Oui, vous avez, à plein la gueule, c'est pas mal comme expression. Oui, à plein la gueule. Oui. Oui, c'est vrai. C'est sans doute, vous avez raison, un sport national. Bon, il y a d'autres pays, j'ai habité en Italie, mais c'est vrai que c'était fait sur un autre ton. Ouais. C'était moins sentencieux, c'était moins virulent, enfin peut-être, au sens de l'agression quasi physique. Hein. Les mots tuent. Je suis désolé de le rappeler, mais bon, autant ils peuvent créer, autant ils peuvent apporter, autant ils peuvent nourrir, autant ils peuvent tuer. Voilà. Je pense qu'il faut éviter de sombrer dans ces mots-là. Et regardez à quel point les mots sont importants. J'écrivais quelque chose hier. Mais au fond, les mots, c'est rien. C'est tout. On peut parler de cuisine, on peut parler
des choses très agréables, on peut se discuter tout ce que vous voulez. Et puis vous savez, il y a ces mots d'antan, ces mots d'il y a 20, 30, 40, 50 ans, Ouais. que nous avons entendus de la part de gens qui nous aimaient. Et c'est curieux comme on ne les entendait pas au moment où ils les prononçaient, et comme 10 ans, 20 ans, 30 ans après, quelquefois, ça nous revient. Et moi, je trouve ça très fascinant, cet écho lointain des voix chères qui ne sont plus, comme dirait notre ami Verlaine. Est-ce que, d'un point de vue personnel, dans votre descendance, est-ce que il y a quelqu'un qui serait, par exemple, intéressé par les arts, par l'écriture, ou cette transmission-là d'un don ou d'un talent? Est-ce que Non, c'est... là, oui, non, j'ai eu cette chance absolument folle, c'est d'être élevé dans un milieu musical. Oui. Mon père s'occupait d'enregistrement pour la Deutsche Grammophon et Rato, ce qui fait que tout petit, il avait une boutique et tous ces grands compositeurs ou interprètes venaient à la boutique pour des enregistrements. Donc j'ai baigné dans cet univers musical et littéraire. Hein. Mais est-ce qu'au niveau de vos petits-enfants, par exemple, il y aurait quelqu'un qui dit Papy, j'ai le goût de peindre, j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût de danser, j'ai le goût de faire du cinoche. Oui, non, je crois qu'ils ont tous une passion pour les objets rituels, les choses comme ça, enfin les objets dits curieux, parce que j'en ai souvent ramassé. Ouais. Je sais pas, enfin, océaniens, africains, peu importe, art populaire, ouais, toutes sortes de choses. Peut-être une de mes petites filles serait intéressée par l'écriture, par le théâtre. Ouais, ben, faut peut-être leur laisser un peu de temps et puis ils découvriront plus tard s'ils ont un intérêt pour l'écriture ou la musique ou autre chose. Mais c'est très compliqué. Je pense que les gens qui écrivent ou qui ont des métiers dits de création savent que là, je sais qu'il y a un auteur qui est avec nous. Sa fille l'aide beaucoup dans son écriture, elle le relit, etc. Généralement, les enfants n'aiment pas trop mettre leur nez dans les écrits de leurs parents, père ou mère. C'est intime, hein, quelque part. Hein? Voilà, il y a une pudeur qui est très délicate, hein, qui est compliquée. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est un peu mystérieux, la fois ça fait un peu peur. Hein. Ben, ça se peut très bien que, justement, sa fille dise à des amis, bon, ben, qu'elle est fière d'avoir un père auteur, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport à l'intime, oui. OK. Est-ce qu'il y a des sujets, après une quarantaine d'années en écriture, est-ce qu'il y aurait des sujets que vous aimeriez aborder? Ou des angles d'approche à explorer? L'angle d'approche que nous souhaitons, enfin que je souhaiterais explorer, mais que je tente d'explorer chaque jour davantage, c'est véritablement ce mystère qu'est l'écriture. Ça, oui, ça c'est une. Bon, on peut comprendre pourquoi quelqu'un a enclenché ce vice, cette addiction presque. Hein. Ouais. On peut le comprendre. Mais après, comment cette addiction prend le dessus, comme toute addiction, ça c'est un peu mystérieux. Et quelquefois, ça peut aller même jusqu'à détruire l'individu. Hein. Je veux dire, il y a de la construction dans l'écriture et il y a de la destruction. À plusieurs niveaux. Bon, tout ça sont des questions un peu difficiles, un peu mystérieuses. Moi, j'ai du mal à le résoudre. Non, je crois que il faut enfin, pour me répondre à moi-même, je crois qu'il faut se laisser porter, en définitive, par ce don, je sais pas comment appeler ça, hein, donc qui n'a pas peut-être été là au départ, mais qui finit par en devenir un. Enfin, je pense qu'un virtuose, par exemple, c'est quelqu'un qui, bien entendu, il a un don, et après il a fait ses gammes, comme on dit. Donc il y a les deux, hein, il y a vraiment l'embryon d'un talent, et puis ensuite il y a le travail. Hein. Mais j'ai souvent l'impression qu'enfin, chez certains artistes, il y a à la fois
il y a à la fois une force constructive et à la fois aussi un appel à l'autodestruction. On le remarque peut-être beaucoup plus chez des peintres, par exemple, comme Van Gogh ou Modigliani, ou des personnages comme ça, Oui. qui ont été en quelque sorte dévorés par la vie. Oui, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça, enfin, bien sûr, c'est de la destruction. Moi, je pense que c'est un excès de richesse. Ah, ok, c'est bien. Mais chez certains, il peut y avoir effectivement un tel flot de visitation, moi j'appelle ça comme ça, hein. Alors appelons ça l'inspiration, que vous voulez, que c'est quasi insupportable. C'est-à-dire que effectivement, il faut noyer ça dans l'alcool, alors certains la drogue, peu importe, pour non pas stimuler, mais calmer au contraire. Sinon, vous êtes littéralement terrassé. Vous savez, bon, alors après, on a des tas d'exemples. Hein. Balzac mort littéralement brûlé par sa production. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, le travail qu'il fournit et qu'on vient comme ça. Alors, certains sont plus résistants que d'autres. On ne va pas les citer, mais il y en a qui ont commis tous les excès, etc., mais qui tiennent bon. Je pense que Picasso a eu une sacrée vie, hein, et ça l'a pas empêché d'arriver à 80. Picasso, je plains surtout les femmes de sa vie. Hein. Il les a consumées. Hein. Non, mais tout à fait, mais c'est un destructeur, mais à la fois, lui-même, si vous voulez, était probablement en proie à quelque chose qui le dépassait, mais qu'il arrivait à exprimer par le biais de ses toiles, bien entendu, oui, si on parle de ses femmes, bien sûr. Mais bon, là, après, il ne m'appartient pas à moi de juger l'un ou l'autre. Hein. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Voilà. Ouais. Mais au fait, dans votre quotidien, est-ce que vous êtes un écrivain du matin, de l'après-midi, de soir? Je vous l'ai dit ce matin. Moi, j'ai travaillé pendant... j'écris des gens depuis l'âge de 18 ans. J'ai travaillé la nuit, parce que la nuit, évidemment, ça... Je me souviens même avoir été excessivement romantique en Italie. Nous avions une maison et dans le parc, il y avait des lucioles. Bon, alors évidemment, j'ai fait ce que faisaient les romantiques. Je ramassais des lucioles, je les foutais sous un verre et ça me servait à m'éclairer pour écrire à la plume, bien entendu. Bon, voilà. Enfin, tout ça, c'est une anecdote marrante, mais c'est amusant, au fond, de s'emparer de ces espèces de tics, de manies, mais qui étaient rituelles à une époque. Et puis, bon, après, le temps fait que vous convertissez à d'autres méthodes, d'une autre manière. Mais j'ai donc travaillé la nuit très longtemps. Et puis parce que la nuit, j'avais la paix. C'est un des rares moments où les êtres dorment, donc les ondes circulent un peu librement. Et là, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, c'est le matin très tôt. Voilà. Mais toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il y a cette espèce de calme blanc. Et rien de meilleur qu'un calme blanc pour calligraphier ces histoires. Enfin, une qualité de silence. Une qualité de silence, oui, donc d'écoute. Oui. Parce qu'en fait, de deux choses l'une, soit le cerveau fabrique absolument tout ce qu'il engendre, soit au contraire, comme nous disions au début de cette conversation, il est récepteur. Et pour être un bon récepteur, encore faut-il être très attentif. Et vous voyez, quand nous sommes trop nombreux, chacun parle, bien entendu, mais il faut crier, enfin, c'est une autre manière de s'exprimer. Là, quand vous écrivez très tôt ou très tard, donc à des heures où les gens, en principe, dorment, donc le monde se calme, une partie du monde se calme un peu, il me semble que nous sommes plus réceptifs. J'ai remarqué de mon côté que, de jour, l'esprit divague et s'égare, mais que c'est souvent par le rêve ou enfin en pleine nuit qu'il y a une fulgurance qui surgit. Est-ce que vous seriez le style
à, à noter dans un carnet si jamais vous avez une image qui surgit? Oui, alors, oui, enfin, non, je ne note pas. Hein, je vous dirais que, enfin, personnellement, je rêve sans doute beaucoup, mais ce sont plutôt des rêves misérables. Enfin, j'ai pas des rêves Okay. très. Non, il y a sûrement un lien, parce que, bon, hémisphère gauche, hémisphère droit, enfin bref, on voit que c'est un bouillonnement continu. Ouais. Mais non, je ne note pas, je n'ai pas de prise de notes au matin. Si, j'attends simplement, comme je vous le disais, la phrase qui va me conduire sur un texte. Okay. Et elle vient toute seule. Alors, est-ce qu'elle est le fruit de ce rêve dont vous parlez? Le rêve, il est sûrement pour quelque chose, en tous les cas en partie. C'est ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est ce mélange rêve-réalité en permanence. Hein. Vous est-il déjà arrivé que, je sais pas, bon, votre épouse ou un ami vous envoie par exemple un texto ou quelque chose et vous dites tiens, j'ai là l'amorce de quelque chose? Non, non. Non? Non, je ne vois pas. Non. On me suggère souvent des sujets, des choses comme ça. Ok. Je suis assez cancre et désobéissant pour ne pas en tenir compte, à tort. Hein. Non, je vois pas. On peut m'aider alors que je suis en cours d'écriture, en me donnant une piste, oui, ça bien évidemment. Mais me donner l'idée qui et que, non, ça m'est pas arrivé, non. Ok. Mais ce qui m'a frappé de vous, enfin, on se connaît un peu à peine, et ça, je l'avais écrit dans un billet sur mon blog. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir mon blog Denis Morin, auteur sur blogspot.ca. Je vous ai comparé à Jean-Louis Trintignant, l'acteur, qui, lui, bon, d'une part à cause de l'élégance, de la beauté, mais et Trintignant a une apparence d'eau dormante. Le mec raffiné, cool, mais qui jouait quand même des personnages intéressants au cinéma. Donc, et j'ai l'impression que sous votre air justement un peu noble et impassible, ça bouillonne. Et on le sent dans l'écriture. On sent dans l'écriture que vous êtes un être passionné. Oui. Alors bon, là vous me voilà. D'abord, ça va mieux que vous compariez à Trintignant. Oui, le bouillonnement, ça c'est certain. Mais comment canaliser le bouillonnement? Ce qui d'ailleurs donne probablement à un Trintignant effectivement cette subtilité, on va dire, cette élégance. C'est-à-dire qu'il ne se. Ce n'est pas dans ses rôles un personnage qui se livre. Hein. C'est toujours quelqu'un d'extrêmement, relativement distant et discret. Oui. Ce qui peut-être m'arrive aussi, mais je peux être, comme je vous le disais tout à l'heure, épouvantablement gaillard et vous frapper dans le dos au moment où vous attendrez de moi. Enfin, gentiment, amicalement, j'entends. Hein. Oui. Donc voilà, oui, il y a une certaine réserve probablement, mais qui est nécessaire. Vous avez une réserve, mais en même temps, vous avez des coups d'audace. Vous êtes celui, je dirais, qui va là où on ne l'attend pas. Écoutez, je suis le premier à me surprendre. Hein. Okay. Moi non plus, je ne m'attends pas où je vais. Hein. Ce qui crée des rencontres amusantes avec moi-même. Ouais. Bon. Non, j'ai pas un cheminement. Je suis plutôt claudiquant. Et comme je reprends toujours l'image du vagabond, c'est vrai que je prends quelquefois des sentiers qui me surprennent. Et je me rends compte sur des sentiers où je ne m'attendais pas. Okay. Et c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Ouais, mais j'arrive pas.
Est-ce que il y a un personnage dans un de vos livres que vous seriez tenté de faire revivre ou une fois que le personnage est dans, se retrouve vivant dans un récit, dans un texte, vous vous dites c'est assez qu'il vive sa vie? Oui, non, le reprendre, non. Ou alors je vous dirais, est-ce que c'est pas toujours le même au fond? OK. Est-ce que nous ne poursuivons pas toujours, mais tous, hein, que l'on écrive ou pas, est-ce que nous ne poursuivons pas toujours une image qui passe son temps à nous échapper? Mm-hmm. Ouais. Et heureusement qu'elle nous échappe. Lorsque nous nous rejoignons vraiment, c'est que nous sommes probablement aux portes de la fin. OK. Je vois. Et est-ce que présentement, en termes de projet, est-ce que vous êtes dans quoi présentement? Dans quel univers? Alors écoutez, présentement, comme vous dites, je suis, comme je vous l'indiquais, tous les matins en quête du texte qui me révélera quelque chose. Okay. Et il peut donc m'arriver également, je le dis souvent, de me relire et de ne pas comprendre. Ça m'arrive assez souvent. Donc c'est amusant, cet autre soi-même qui écrit, que l'on ne comprend pas, ça m'étonne toujours. Donc, oui, évidemment, j'ai des projets, j'aimerais mettre en écriture. Alors tout le monde me dit, il faut écrire un roman, qui et que, et quoi, et patin, et quoi. Ouais. Bon, la forme romanesque peut très vite m'ennuyer. Parce que, comme je le dis souvent, j'en connais les trucs. Mais un roman, c'est pas un livre de recettes non plus, hein? C'est souvent. C'est des choses. C'est un peu souvent ça. Hein. Okay. Non. Moi, je trouve que la forme romanesque est à la fois elle est formidable parce qu'elle raconte la vie des autres, bon, très bien. Mais je pense au roman, hein, vraiment, pas une histoire, pas une biographie ou une autobiographie. Okay. Le roman, c'est quand même une série de chapitres, c'est une série de rencontres nécessaires pour que l'action rebondisse, pour que ci, pour que mi. Bon, c'est très attachant, je ne dis pas le contraire. Et souvent, il y a les rétroactions, les flashbacks. Oui, bien sûr. Au cinéma aussi, bon. Bien sûr. Non, mais ça, le roman se nourrit du cinéma terriblement, et réciproquement aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, il est vrai que on tente de mettre aujourd'hui en mots ce que les images suggèrent. Ouais. Alors qu'en définitive, moi, j'aimerais que l'image, ces images mentales, redonnent aux mots la pureté qu'ils avaient. Est-ce que vous verriez Mayakumbra, que je montre ici, il me semble que ça ferait un très beau film. Ah oui, ça je le crois, oui. Oui, c'est vrai, il y a suffisamment il y a un décor, il y a suffisamment de personnages pour en faire une très belle histoire, oui. Ouais. Je crois. Et par exemple, si je vous dis, vous avez les contacts, etc., avec qui qui pourrait être le réalisateur ou la réalisatrice aussi? Non, réalisateur, je pensais au réalisateur du Nom de la Rose. Okay. Vous voyez, je pense que c'est un homme tout à fait capable de mener à bien ce type d'histoire, oui. Okay. Pour parler des Français, par exemple. Hein. Bon, enfin, il y en a d'autres. Je n'y ai jamais véritablement pensé. Hein. OK. Hein? Non, mais là encore, faut trouver la maison de production, faut trouver, c'est du travail, ça, c'est du travail. Non, c'est trop. Vous savez, pour moi, les mots, enfin, je voudrais quand même un peu terminer là-dessus, mais les mots ont une existence de toute façon tout à fait particulière. Il suffit qu'ils soient correctement prononcés pour qu'ils existent d'une façon définitive. Que vous soyez lu ou pas. Autrement dit. Oui. J'allais dire, il y a votre roman Zoé
chez Mercure de France qui s'est retrouvé traduit en chinois quand même. Faut le faire, hein? Oui, c'est vrai qu'il est étonnant. Oui, c'est toujours extrêmement surprenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les mots font leur parcours. Oui. Pour moi, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas forcément nécessité de faire un film de ci, de mi, etc. Enfin, de remuer toute la petite boutique commerciale traditionnelle. Je pense que la poésie a cela d'absolument parfait. C'est qu'elle recrée le monde à notre insu. À notre insu. C'est pour ça qu'il faut, vous savez, cette fameuse phrase dit méfie-toi de ce que tu prononces, méfie-toi de ce que tu dis. Et je pense qu'effectivement, il faut être très attentif à ce que l'on dit. Parce que les mots ne sont pas innocents et ils ont des répercussions que nous n'imaginons sans doute pas. Oui, tout à fait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour cette. C'est moi qui vous remercie, Denis. Ce fut fort agréable et puis bonne inspiration la suite. Pour l'instant, pour les lecteurs et les lectrices qui souhaiteraient découvrir vos livres, ils peuvent toujours aller à la boutique en ligne aux éditions La Trace, entre autres. Et puis, donc, le mot de Cambronne pour la suite. Au revoir. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir.